Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père, Charles Gave, et comme toujours, comme les temps sont particulièrement rudes, du DAF qui vient de se mettre dans son panier. Donc on devrait avoir une session à peu près calme, encore que. On peut être sur un lavage de pâtes intempestif comme on sait faire. Alors voilà, aujourd'hui, on a un peu bousculé nos programmes parce qu'il ne vous aura pas échappé sur les réseaux sociaux et ailleurs qu'il y a eu d'abord SVB, ensuite Crédit Suisse, Silicon Valley Bank et ensuite Crédit Suisse qui ont eu des altermoiements et qui ont rendu les uns et les autres un petit peu nerveux. Hier, au moment où je fermais mon ordinateur, Crédit Suisse était à 47% de pourcentage de potentiel sauté, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous nous avez posé beaucoup de questions, évidemment, sur les réseaux. Est-ce que M. Gave va en parler? Est-ce que Charles va nous dire quelque chose? Voilà. Donc, on espère que cette émission sera montée très vite. Et là, je me tourne vers les autres pour que vous ayez cette réponse. Et on va reprendre un petit peu... Alors, avant de rentrer dans les spécifiques du marché actuel, on vous a tiré des très beaux graphiques que j'ai pas réussi à tirer en couleur, mais Charles les a en couleur, sur les indices bancaires, sur ce qui se passe réellement et tout ça. On va revenir sur... En première partie, Charles va vous expliquer ce qu'est une banque. Et en deuxième partie, pourquoi, d'abord, on vous l'avait annoncé, on vous l'avait dit, et pourquoi on vous avait expliqué du reste qu'ils ont tué les entrepreneurs, ils ont tué les rentiers, ils vont tuer les banques. Mm-hmm. Et on y est. C'était la politique des taux zéro et ça nous a amené effectivement dans lequel on est actuellement. Absolument. Donc, rappelons Charles, à l'origine des Lombards. Oui, les banques. Alors, les banques, oui. D'abord, il faut bien comprendre que c'est un intermédiaire et que c'est un intermédiaire qui est absolument nécessaire. Alors, d'un côté, vous avez tous les petits épargnants qui sont là, les petites fourmis, qui épargnent de l'argent pour leur vieux jour. Et de l'autre, vous avez les fous que sont des entrepreneurs qui sont prêts à tout perdre, qui sont des malades et qui n'ont jamais autant d'argent qu'ils en voudraient. Bon. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette au milieu et qui mutualise le risque. Alors, je peux raconter. C'est-à-dire que, compte tenu de la grande capacité d'intelligence qu'il a, il va prendre l'argent, il va ensuite le prêter aux gars qui sont là, en essayant d'éliminer les plus cinglés. Donc, voilà. pour avoir un truc à peu près raisonnable. Et c'est important, cette histoire d'éliminer les plus cinglés, parce qu'on y reviendra pour tout ce qui est venture capital, dans une troisième partie, et de ce qui se passe aussi. C'est quand il n'y a pas d'élimination des cinglés, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Ou quand on a fait... Donc, je peux vous raconter comment, dans l'histoire, je ne sais pas si c'est l'histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais en fac il y a bien longtemps, mais la façon dont les banques ont commencé, c'était en Italie, probablement au XIe ou XIIe siècle. Les bouchers... oui. Les bouchers... ils avaient un commerce florissant, les gens les payaient, et les gens avaient confiance dans les bouchers parce qu'ils se disaient, il est solide. Et puis il a des grands couteaux. Il a des grands couteaux. Donc, les gens ont commencé à déposer leur argent chez les bouchers. Oui, parce que dans ton village, c'est probablement avec le forgeron une des deux personnes que tu ne vas pas aller attaquer. Voilà, tu te dis, il est costaud, et puis il avait des garçons bouchers avec lui, bref. Donc, et puis, les bouchers ont vu ça, puis ils se sont dit, tiens donc, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Bon, on peut le mettre comme l'oncle Picsou dans un trou et dans un coffre et puis le regarder en se disant c'est bien. Mais il dit je connais un tel qui a l'intention de monter un commerce de chevaux, allez, je vais aller lui prêter, quoi. Et puis ils ont commencé à prêter et puis ils se sont rendus compte avec stupéfaction qu'il y avait à peu près que 20% des gens qui revenaient rechercher l'argent qu'ils avaient mis en dépôt. Et donc, ils se sont dit, attendez, s'ils me prennent que s'il n'y en a que 20% qui viennent chercher l'argent, ça veut dire que je peux prêter 5 fois ce que j'ai. C'est-à-dire, ils se sont mis à créer de la monnaie. Ils se sont mis à créer de la monnaie, des pierres. Du QE. Oui, ils se sont mis à créer de la monnaie, mais ils donnaient un papier aux gars en disant, si vous avez besoin de l'argent, voilà, c'était un papier, vous pouvez rechercher votre argent et vous aurez du cash. Mais ils ont commencé à créer de l'argent fiduciaire, tu vois, de l'argent qui n'existait pas. Abstrait, oui. Abstrait. Et donc, c'est ce qui a permis un petit peu le décollage de l'Italie. Puis les banquiers, au bout de 5 minutes, ils se sont dit, mais c'est un métier de con d'être boucher. Je vais me transformer en banquier. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte que les Médicis avaient commencé comme ça, tu vois. C'était... Donc, c'est venu du début d'une croissance économique où des gens se sont dit, tiens, mais il y a un marché
dans le fond, de l'argent, puisque je vais me transformer en banque. Quoi, plutôt. Attention à tes boutons. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, ils font ce boulot au milieu, qui est de prêter aux gens qui connaissent, et puis de prendre des garanties, etc. Bon, ça, c'était la banque. Et alors, ce qu'il y a au milieu, qui permet au banquier de gagner sa vie aussi, c'est les taux d'intérêt. À partir du moment où tu fais ça, où tu as des gens qui font ça bien, les taux d'intérêt qui étaient à 17-20%, alors qu'il n'y avait pas d'inflation à l'époque, tombent très rapidement, parce que y a une offre d'argent supplémentaire qui arrive, et donc le coût de l'argent baisse. Ce qui fait qu'un bon système bancaire, aussi curieux que ça paraisse, avec des taux d'intérêt normaux, les taux d'intérêt sont là où ils devraient être, c'est-à-dire à peu près sur la rentabilité du capital investi ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est quoi, 8 ? Ça varie entre 4 et 8 selon le risque que tu prends. Quoi. Si tu prêtes à l'État qui n'a aucun risque, comme chacun sait, tu prêtes à 3 ou à 4. Et d'ailleurs, c'est une incidente, mais tous les banquiers italiens qui dominaient le monde, donc ils ont sauté quand l'Espagne a refusé de payer les dettes qu'ils avaient vis-à-vis des banquiers italiens. Quoi, tu vois. Donc l'idée que l'État est un bon débiteur est une idée complètement farfelue. Quoi. Bref, ça c'est un point important. Enfin, je pense que pas mal de familles ont eu des emprunts russes. Oui, on a fait ça aussi très bien. Nous, on a fait ça très bien. Mais aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de milliards, de 1000 milliards d'euros, je sais plus, 1600 milliards d'euros, je crois, dans les assurances vie dont j'ai souvent parlé ici, et si les gens s'attendent à être remboursés, ils vont avoir des problèmes, quoi. They've got another thing coming. Donc, ça que ça sert les banquiers, c'est que ça évalue le risque des gens qui prennent de l'argent, de façon à limiter leur risque à eux, puisqu'ils ont garanti qui était à la petite fourmi qui lui rendrait son capital. Donc, tu vois, c'est une fonction extraordinairement importante. Et le prix de cette fonction, c'est le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt doit couvrir la rémunération du banquier, il doit vivre ce garçon, et la possibilité de faillite d'une partie des gars-là. Tu vois, c'est donc, oui, ça doit englober le risque. Ça, dans le risque et la rémunération du banquier. Et la rémunération du banquier et le bail commercial. Tous les frais du banquier, les employés, ainsi de suite. Etc. Donc, on arrive à quoi, 2% Oh non, d'habitude, frais de frais, oui, c'est facile, ça dépend de la taille de ton réseau, etc. Mais oui, c'est à peu près 1,5 ou 2%. Voilà, donc tu dois avoir une rentabilité ensuite quand tu places du capital investi qui te permet de dégager des profits pour de ton 1,5 plus couvrir le reste de la faillite. Donc, alors, s'il y a à peu près un gars sur 10 qui saute, tu te retrouves tu peux te retrouver avec des taux d'intérêt à 7 ou à 8. Après, si tu en as 1 sur 10 qui surperforme, tu... Non, en principe, tu touches pas sur le capital. Non, c'est pas une action. Angel, oui. C'est pas une action. Mais alors, ce qu'ont fait les banquiers, c'est qu'ils se sont dit, bon, quand il y a une récession sévère, c'est-à-dire quand les affaires vont vraiment pas bien, pendant quelque temps, il y a à peu près 10% des débiteurs, là, qui peuvent pas payer. Donc, à ce moment-là, je suis obligé de payer les petites fourmis avec mon capital. Donc, si je mets 15% de capital en face, j'ai 10% pour les jours qui sont mauvais, et puis il me restera 5%, ce qui me permettra de ne pas sauter, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, donc le rôle du capital dans le banquier, c'est dans quelque sorte, c'est l'endroit où les chocs qui viendraient d'une récession sont absorbés s'il y a une récession. Très bien. Mais alors, on arrive maintenant à... Donc, il faut bien comprendre que la banque, c'est un intermédiaire et qu'elle fait un boulot de mutualisation du risque. D'accord. C'est le truc essentiel, et que ce service a un prix, et que ce prix, il couvre deux choses, la possibilité de faillite et les frais de fonctionnement du banquier. Oui. Et une rentabilité normale pour lui. Bon. J'espère que tout le monde a bien compris. Bon, voilà. C'est pas une ONG, donc c'est normal que ce monsieur, ses employés soient rémunérés pour le fait de se lever le matin. Et lui, comme il a mis du capital dans l'affaire, il faut aussi que son capital soit rémunéré à peu près au même ratio que ce qu'il paye aux autres. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, on se retrouve... Et le capital du banquier, c'est à partir de là que le système absorbe les chocs. Donc... Le capital du banquier, c'est en quelque sorte le paratonnerre du système. Alors, qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, des puissants génies décident, pour je ne sais quelle raison,
de mettre les taux d'intérêt à zéro. Voilà. Ou négatif. Ou négatif, comme on l'a fait en Allemagne. Et, bien, et donc là, on vient de vivre, donc résumons pour les gens. On a eu 12 ans de taux d'intérêt à zéro. 12 ans de taux d'intérêt négatif ou à zéro. Donc vous êtes une banque lambda, normale. Normalement, qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez sur les marchés, on vous donnait du capital, et en face, vous achetiez des obligations d'État qui vous auraient donné 2%. Mettons 3 ou 4%, ce qui vous aurait permis... Alors, avant les obligations d'État, ce que faisait le banquier, c'est qu'il achetait de l'or. Mais l'or ne donne rien. Mais l'or ne donne rien, mais en même temps, ça garde sa valeur. Donc, oui, mais alors comment il paye ses frais courants et comment... les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. D'accord. Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. Donc, mais la contrepartie, c'est quand il avait son capital en or, les types qui revenaient en disant « je veux mon capital à nouveau », quand il y avait ce qu'on appelle un run sur une banque. Un bank run, quand les gens venaient, ils disaient « je veux de l'or ». Et à ce moment-là, le banquier devait sortir son or et le montrer. Oui, c'est l'histoire que tu racontais d'un bank run qui s'était passé, je crois, en Autriche ou en 1907, non, c'était en 1907 aux États-Unis. Oui. C'était la grande panique de 1907, où les gens, il y a eu un run sur les banques absolument extraordinaire. Et JP Morgan, qui était encore la principale banque du monde et qui l'est toujours d'ailleurs, avait dit à tous ses employés, vous mettez l'or sur les comptoirs. De façon à ce que quand les gens, parce que ils disaient aux clients, regardez, on a tellement d'or qu'on ne sait plus où le foutre. Et donc les clients se sont dit, ah bon, il a tellement d'or, donc je ne vais pas le chercher le mien, quoi. Je vais le laisser chez lui. Bah oui, parce que c'est toujours un risque de le reprendre chez toi. On peut te voler en chemin, on peut te voler chez toi. On peut le voler chez toi. Donc il y avait quand même cette espèce de truc de l'or. Je peux transformer mon argent scriptureur en or instantanément. Arrive il y a toute une série de choses qui se passent. Et mettons, de 1900 à peu près 1945, les monnaies étaient indexées sur l'or. C'est-à-dire que... Il y avait une convertibilité. À un instant T, on pouvait dire, voilà, avec 10 francs, ça représente X grammes d'or. Alors, ce qui s'est passé en 1945, c'est qu'on a dit, le franc français est plus convertible en or, mais il est convertible en dollars, qui est lui-même convertible en or. Donc, il y avait une translativité. On passait comme ça. Et puis en 60... Donc, de facto, hors dollar. Hors franc, c'était... Et puis en 72, on fait sauter... Bretton Woods. On fait sauter Bretton Woods, cette convertibilité du d'or en dollars, et on dit, maintenant, la monnaie américaine, elle est plus convertible en rien du tout. Bon, c'est-à-dire qu'on abandonne tout ancrage des monnaies. Il n'y a plus de limite. Et c'est drôle parce que vous trouverez dans Conflit un article de Rueff, dont j'ai déjà parlé ici, qui à ce moment-là explique aux Américains en leur disant mais vous allez avoir la possibilité de créer de la monnaie n'importe comment. Ad infinitum. Et ça, c'est ad libitum et c'est extrêmement dangereux. Et tout ce qu'il prévoit, tout ce qu'il visualise dans cet article se passe. Se passe, exactement. D'abord, on a une vague d'inflation extraordinaire. Il y a Volcker qui arrive, qui rétablit la crédibilité du dollar en mettant... Donc Volcker, c'était sous Reagan. Donc il remonte les taux à ce moment-là de façon gigantesque, ce qui fait que toutes les bulles, toutes les petits commerces, les entreprises qui n'avaient plus lieu d'être, qui vivotaient un peu comme aujourd'hui, grâce à des taux bas, sautent. C'est un peu un bain de sang. C'est un peu un bain de sang. Le marché des actions, à ce moment-là... Se pète la gueule. De façon absolument dramatique. Les obligations surperforment. Les obligations ont commencé par se péter la gueule, puis ensuite ils sont montés jusqu'à 15% sur les taux d'intérêt aux États-Unis, sur les obligations d'État, ce qui est incroyable. Et donc là, il y a eu quand même, par exemple, toute une série de banques qui ont sauté parce que elles ont eu une crise de solvabilité, mais je vais y revenir. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les monnaies deviennent détachées. Et donc, les banques centrales, comme l'avait dit Rueff, ont la possibilité de créer de la monnaie quasiment à l'infini. Et alors, on a, pour toute une série de raisons, on va pas revenir trop loin dans l'histoire, mais on a une grave crise financière qui vient parce que les taux d'intérêt étaient trop bas en 2008-2009 sur l'immobilier, certains s'en souviennent. On prend des mesures, on sauve les banques, et
Et alors que le problème venait du fait que les taux d'intérêt avaient été trop bas trop longtemps, quelle est la solution qu'on choisit? Moins que sur l'immobilier, c'était aussi des produits pourris. C'est-à-dire que les produits pourris, ils étaient fondés sur l'immobilier. Sur l'immobilier, bien sûr, mais ils avaient fait des sortes de junk bonds. Et où étaient les contrôleurs? Où étaient les mecs qui auraient dû regarder que... Personne, ça s'est fait. Ça s'est agrégé. C'est-à-dire, ce qui s'est passé entre 2000 et 2009, c'est qu'il y a eu une véritable privatisation de la création de l'argent aux États-Unis sans aucun contrôle. Or, j'ai toujours soutenu qu'autant j'étais favorable à la concurrence dans les lignes aériennes ou dans les fabricants de voitures, etc. Mais il ne peut pas y avoir de concurrence dans la création de monnaie. La monnaie, c'est un bien commun et c'est quelque chose qui doit être régi de façon extraordinairement... Donc il y a eu une création nettement en 2008 par les banques commerciales. Absolument. On a créé de la monnaie comme si... boum, il y en a une crise extraordinaire quand les taux d'intérêt remontent. Le marché immobilier américain saute. Et quelle est la solution choisie au problème qui avait été créé par des taux d'intérêt trop bas? C'est de mettre les taux d'intérêt encore plus bas. Oui, bien sûr. Et pendant 12 ans. Et donc... When in trouble, double. When in trouble, double. C'est le vieux truc des mauvais traders. C'est-à-dire que quand ils ont une position en perte, ils doublent. Comme ça, si ça remonte, ils vont gagner. Mais en fait, à chaque fois, ils se plantent. La base de la gestion, comme je l'ai toujours dit, c'est de vendre les perdants et de garder les gagnants. Bon. Donc vous vous retrouvez dans ce monde où d'un seul coup les taux d'intérêt sont extraordinairement bas. Illogiquement bas. Et ils sont bas pourquoi? Parce que la Banque centrale achète les obligations de l'État, des États américains, français, etc., à des taux d'intérêt à zéro. Et en contrepartie, elle crée de l'argent. Donc il faut bien voir que la Fed et la BCE, toutes les deux, achètent des obligations d'État. Or, au départ, on avait dans Bâle 1, on avait écrit que c'était complètement interdit. Donc il faut bien voir que l'Union européenne, la BCE, a changé les règles du jeu et constitutionnellement, enfin quelque part, est revenue sur une règle qui devait être... Qui était dans les traités et qui était dans la Constitution allemande qui n'a pas été respectée. Bon, alors au bout d'un certain temps, vous savez, c'est ce que disait ce bon Milton Friedman, encore une fois, buvons un coup. L'inflation, c'est partout et toujours un phénomène monétaire, la hausse des prix se déclenche. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt se mettent à monter. Non, alors, ils sont obligés, parce que... Sinon, on part en hyperinflation. Alors, ce qui se passe, c'est que... Pour une raison qui nous échappe, ils ont décidé effectivement, au bout d'un moment, de se dire on va laisser courir l'inflation. Oui, non, ils ont dit au début ça va pas durer. Alors, d'abord, on a eu Covid. Oui. Donc, Covid, les indices bancaires descendent en dessous de 75. On se retrouve dans une situation, là, on injecte, on crée de la monnaie, de la monnaie. Et puis, il arrive effectivement un moment où toute cette création monétaire commence à se voir. Donc, on a une inflation sur les prix, une hausse des prix qui commence à se voir, avec effectivement des limites structurelles et la hausse de l'énergie dont on a déjà parlé souvent et qui était complètement anticipable avec des restrictions, etc., qui avait été complètement anticipée. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est alors maintenant, plaçons-nous 2 ou 3 ans en arrière et regardons ce que fait cette banque de la Silicon Valley. Donc la SVB, Silicon Valley Bank. Silicon SVB. La Banque centrale a mis un pognon incroyable dans les marchés. Donc pour les empêcher de baisser, puisqu'il y avait le Covid. Et vous savez, j'ai toujours dit que dans les marchés financiers, c'était très facile. Il suffisait d'avoir s'il y avait plus d'imbéciles que d'argent, plus d'argent que d'imbéciles. Là, il y avait beaucoup plus d'argent que d'imbéciles. Donc vous avez ce pognon gigantesque, mais on parle de 1000 milliards de dollars. Enfin, c'est des sommes absolument... Et comme on est dans un monde Covid, confinement, tout le monde est tourné vers les business models d'Internet. Tout le monde est tourné vers les business models où on n'a pas besoin d'aller au bureau. Voilà. Donc, je peux vous assurer un truc en tant que financier, c'est que s'il y a une énorme demande pour les papillons à vapeur, je ne sais pas n'importe quoi, les financiers vont vous faire des augmentations de capital ou des créations de sociétés qui feront des papillons à vapeur. Vous voyez ce que je veux dire? Leur boulot, c'est quand même... Il y a des gars qui sont prêts à me filer leur pognon. Je vais vite créer un truc qui va répondre à leurs attentes, quoi. On l'avait vu au moment de la bulle Internet. Et là, en 2000. Et là, c'est la même chose d'un seul coup. Donc, vous avez des créations d'entreprises partout en Californie qui sont absolument
Qui repose sur rien. Qui repose, pour l'instant, qui ont pas de, qui à la limite n'ont pas de produit, pas de vente, etc., mais une idée. Et qui reçoivent un fric noir. Et qui, du coup, n'ont pas d'actifs. Elles n'ont pas d'actifs. À la différence d'un type qui dirait un jour, voilà, j'ai 3 fromageries, je veux ouvrir un site de crème. Non, ils ont juste une idée. Ils vont développer la nouvelle Amazon ou le nouveau Google ou un nouveau Facebook ou un réseau qui permet de... Voilà. Donc, plein de très bonnes idées. Certaines sont d'ailleurs sans doute se marchant. Et donc, ces sociétés se retrouvent avec des centaines de milliards de dollars sur leur compte. Et elles ont une banque qui est spécialisée là-dedans, qui les a aidés à lever de l'argent, etc., qui est la SVB. C'était la banque de la Silicon Valley. Ce qu'on appelle des licornes. Voilà. Donc, ces licornes déposent leur argent en cash. Oui. C'est comme si j'étais chez le boucher autrefois. Oui, vraiment. On dit, tiens, j'ai trop de cash, vous le mettez chez vous. Il y a le casher check, ils arrivent avec. Voilà. Donc, les dépôts de cette banque, qui était une banque d'une taille raisonnable, passent de 70 milliards de dollars à 180 milliards de dollars. Mais 70 milliards à 190, tu dis ? 190, oui. Ce qui n'est pas rien. Hein. Ouais. Donc bon, on prête un petit peu à droite ou à gauche à des gens qui en auraient besoin, mais elle se retrouve quand même avec 120, 130 milliards de dollars de trop dont elle ne sait pas quoi foutre. Qu'il s'agirait de faire fructifier aussi, parce que les gens qui l'ont prêté attendent un intérêt. Voilà, non, les taux d'intérêt étaient à 0, donc, mais pour l'instant, elles se disent, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc elles ont, mettons, au moins 100 milliards de dollars, ce qui est quand même beaucoup d'argent, hein. Et elles se disent, qu'est-ce que je vais en faire ? Et alors, la Banque centrale américaine leur dit à l'époque... Donc là, on est en 2019 On est en 2019, 2020, 2021, leur dit, en aucun cas, je ne vais monter les taux d'intérêt, parce que... Oui, je m'y engage. Je m'y engage pour les 18 mois qui viennent. Alors, il faut que je dise quelque chose à tous ceux qui nous écoutent là. Si une banque centrale vous dit quelque chose en vous disant, par exemple, on ne va jamais dévaluer, vous vendez la monnaie tout de suite parce que ça veut dire que le week-end suivant, il va y avoir une dévaluation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne croyez jamais une banque centrale. Une banque centrale est payée pour mentir. Hein. C'est son boulot. Et en plus, si elle vous dit quelque chose de précis, comme le disait l'un des grands banquiers centraux de l'histoire, qui était Greenspan, il disait, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. C'est que je me suis mal exprimé. C'était exactement. Donc, ils parlent dans un langage abscon auquel personne ne comprend rien. Donc là, ils vous disent, mais garantissent qu'en aucun cas ils montrent les taux. Manque de peau, comme on l'a dit tout à l'heure, l'inflation part au travers du toit, et la seule façon de lutter contre l'inflation, c'est de faire monter les taux d'intérêt. Donc, il faut monter les taux d'intérêt. Mais la pauvre SVB, qu'est-ce qu'elle avait fait, elle, quand on lui avait dit que les taux d'intérêt ne montaient pas ? Elle avait acheté des obligations américaines, sur lesquelles il n'y a pas de réserve obligatoire, c'est-à-dire que tu peux... à 1,5% sur 10 ans. Bon, mais maintenant, les taux d'intérêt passent sur les 10 ans américains de 1,5 à 4. Qu'est-ce que ça veut dire en termes comptables ? Ça veut dire que le prix de ton obligation est passé de 100 à 80. Tu perds 20% sur ton capital. Donc, mettons qu'ils avaient 100 milliards en obligations, j'en sais rien, ils se retrouvent avec 80 milliards. Donc, ils ont une perte de 20 milliards qui ne peut être prise... Bon, qui est là, une perte de 80 milliards, on y reviendra. Ils auront une perte de 20 milliards qui est là. Et puis de l'autre côté, sur les milliards qu'ils avaient en dépôt, toutes ces sociétés qui étaient en cash flow négatif commencent à tirer du fric. Tu vois ? Et eux... Pourquoi elles se mettent à tirer du fric, les sociétés ? Parce qu'elles sont en cash flow négatif. D'accord. Et pourquoi elles sont en cash flow négatif ? Mais parce que pour l'instant, elles ne vendent rien. Ah oui, d'accord. Oui, normal, elles ont leurs frais de fonctionnement. Elles ont leurs frais de fonctionnement, les emplois, les trucs... ça, ils auraient dû l'anticiper. Ils auraient dû dire, cette société va avoir besoin de 200 000 par mois. J'en sais rien. Mais en tout cas, il n'avait pas anticipé. Bon. Puisque le responsable du risque dans cette banque était aussi une dame qui avait comme objectif principal, si vous voulez, que toutes les activités de la banque soient compatibles avec LGBTQ. J'ai vu un autre aussi qui était un compliance officer qui, avant ça, était chez Lehman. Voilà, c'est ça. Non, mais sans rire, hein. Oui. Ça donne confiance. Donc, cette société se retrouve avec, en quelque sorte, elle commence à perdre du sang. Elle a une fuite. Il y a des gens qui demandent de l'argent, et son argent est immobilisé dans quelque chose. S'il le vend, ça lui fait une perte de 20% sur ce qu'il vend.
Et cette perte ne peut venir que de son capital. On se retrouve dans la situation du boucher, tu sais, qui avait mis de l'or. Et si son capital à ce moment-là baisse tellement vite que elle se retrouve en faillite, il faut la fermer. Donc c'est ce qu'on appelle une crise de liquidité. C'est-à-dire que la banque n'est pas insolvable, parce que si l'obligation, elle retournera à 100 dans 10 ans. Tu vois, elle passera de 80 à 100, elle retournera. Mais là, il y a un problème. Ce qui se passe, c'est ce que tu avais expliqué, c'est qu'il y a un problème entre ce qu'on appelle les durations. Les durations. C'est-à-dire qu'eux se sont investis sur une duration longue, oui. puisqu'ils sont rentrés dans des obligations du Trésor américain sur 10 ans. Oui. Il y en a qui existent, qui sont à duration courte, mais celle-là était à duration longue. Oui. Et s'ils sortent maintenant, ils prennent la perte. Et dans ces cas-là, ils ne retrouvent que 8 sur 10. Ils ne retrouvent que 8 sur 10. Et ils ont essayé un coup, ils ont dit, écoutez, on va vendre nos obligations là, ce qui nous fait une perte de 1,6 milliard de dollars. Mais à ce moment-là, on n'a plus assez de capital. Donc, je vais faire une augmentation de capital. Oui, c'est ce qu'ils ont essayé dans un premier temps, de faire une augmentation. Je vais faire une augmentation de capital de 2 milliards. Comme ça, je remplis. Oui, mais enfin, qui va mettre au pot dans ce genre de... C'est ce qui est personne n'a mis au pot et c'est là qu'ils ont sauté. Donc, enfin, je veux dire, dans des circonstances comme ça, on m'appelle en me disant vous avez envie de participer à cette augmentation de capital, je dis non merci. Oui, écoutez, le cours s'est écroulé 60%, puis ensuite ils ont fermé. Parce que, ou alors tu vas voir tes actionnaires principaux un par un en disant voilà, si vous voulez que la banque tienne, il va falloir remettre un... Ou alors tu vas voir Warren Buffett ou Goldman Sachs. Mais tu sais de le faire dans le feutré en tout cas. Tu vas les voir en disant dis donc j'ai un petit problème là, est-ce que vous voudriez racheter ma banque à 10% de sa valeur? Tu vois, c'est... bon. Parce qu'encore une fois, la valeur d'une banque, ça n'est que la valeur de son actif moins son passif, quoi. Or là, ils avaient une valeur négative. Donc, la crise qu'il y a aux États-Unis sur cette banque a déclenché une crise de liquidité. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la banque Tartampion, là, et puis ils vous donnent du 0% sur votre compte. Et puis d'un seul coup, vous en prenez la radio que vous pourriez mettre, ou à la télévision, que vous pourriez mettre votre épargne, là, vous savez, c'est les petites fourmis, là, elles pourraient mettre leur épargne, à la place de le laisser en dépôt à la banque, elles pourraient acheter des bons du Trésor américain à 3 mois, qui ne présentent aucun risque, à 5%. Alors, je te rassure complètement, tu ne l'entendras ni à la télévision, ni à la radio. Hein. Ce sera sûrement par des copains sur Internet. Oui. Mais en termes d'informations sur la télévision et la radio... Non, on nous explique qu'il ne faut surtout pas avoir peur des banques. Il faut avoir très peur des banques. Bref. Donc, on t'explique que tu peux acheter des obligations du Trésor américain à 3 mois. Qui ne présentent aucun risque. Aucun risque, duration courte, qui te donneront du 5%. Donc tu te dis, plutôt que de rester à zéro, dans un dépôt à la banque, je vais retirer mon argent de la banque et je vais mettre dans une obligation à 3 mois. Mmh. Du coup, la banque qui prêtait les dépôts des petites fourmis aux entrepreneurs, les entrepreneurs, ils continuent à avoir des cash flows négatifs. Et donc, tu te retrouves dans une situation, encore une fois, de crise de liquidité. La deuxième chose que tu peux faire, si tu te dis, bon, alors là, la petite banque, la deuxième banque du Mississippi, je ne sais pas si elle est bien solide, je vais aller me coller chez JP Morgan. Mm-hmm. Donc, tu te précipites chez JP Morgan, tu ouvres un compte ou à la Citicorp ou à la Bank of America, et tu dis... et tu transfères ton fric de la deuxième banque du Mississippi à JP Morgan. Ça veut dire que ce genre de crise, ça favorise toujours ceux qui sont trop gros pour faire faillite par rapport à ceux qui font le boulot d'aider les communautés locales. Tu vois, Est-ce que, du coup... ça veut dire que ça va forcer à une concentration encore plus importante du système bancaire. C'est exactement le contraire de ce qui devrait être fait aujourd'hui. Il faudrait casser les banques et les ramener à des échelles locales. Parce qu'une banque n'a de valeur que dans la mesure où elle sert sa communauté, comme on dit en anglais. Et aujourd'hui, ces énormes banques, elles ne servent pas la communauté. Tu penses bien que les gens du Mississippi, JP Morgan, n'en a rien à foutre. Mais par contre, elle va s'amuser à spiler sur je sais pas quel truc et d'avoir des... Donc, cette crise de liquidité qui a été créée par... On mettait les taux d'intérêt bas, soi-disant, pour favoriser les petites gens, favoriser les économies locales, favoriser l'immobilier, je sais pas trop quel surtout pour acheter la dette. Hein. Et ça sert, en fin de parcours, à l'oligopole des grandes banques qui ensuite contrôlent le gouvernement. Donc, démocratiquement, c'est une saloperie. Il faut bien comprendre que des taux d'intérêt courts amènent toujours
à un accroissement des pouvoirs des riches. Mais ça, c'est au travers d'une crise de liquidité. Bon, donc j'espère qu'on a couvert à peu près le phénomène de la crise de liquidité. Donc la crise de liquidité aujourd'hui, c'est aux États-Unis dans les banques, et c'est un problème qu'on sait traiter. Il suffit de remettre du pognon. Ouais, il suffit que la Banque centrale aille voir le Crédit Suisse et lui dise, bon voilà, vous avez 54 milliards, ou je ne sais pas combien, de francs suisses de crédit à la banque, et s'il y a des gens qui retirent leur argent, vous pouvez tirer sur cet argent pour le remplacer. Oui, mais du coup, l'inflation va repéter à la hausse. Oui, c'est pas impossible, mais ça, si tu veux, pour l'instant, plus personne parle de l'inflation, tout le monde parle des banques qui sautent, tu vois, il faut savoir sauter les problèmes par un, quoi. C'est ce que disait ton père quand on lui parlait de la Russie communiste, à l'époque de l'Allemagne nazie. Il disait, écoutez, si ça vous fait rien, on va d'abord traiter l'Allemagne nazie, je m'occuperai de l'URSS dans un second temps. Voilà. Il faut savoir traiter les problèmes. Il y a des problèmes d'aujourd'hui et des problèmes qui sont plus lointains. Donc là, d'un seul coup, l'inflation, c'était le problème numéro 1, il fallait le traiter tout de suite. Ça ferait des petits problèmes dans les banques, comme on s'y attendait parfaitement. Et donc maintenant, si vous voulez, l'inflation est devenue un problème tout à fait subsidiaire. On va aller d'autant que l'inflation, c'est un problème, enfin la hausse alimentaire, c'est un problème de petites gens, entre guillemets. Absolument. Eux, ils ont des problèmes de grandes personnes. Et voilà, ils ont un problème de grandes personnes. Bon. Et la deuxième chose à laquelle il faut arriver, et ça c'est beaucoup plus grave et c'est beaucoup plus embêtant, c'est un problème de solvabilité. Bon, j'ai parlé du problème de liquidité. Donc, techniquement, si tu veux, quelqu'un comme Lehman Brothers qui a sauté, quand tu as fait tous les comptes en fin de parcours, ça coûtait de l'argent à personne, tu vois, parce que Lehman Brothers avait des problèmes de liquidité, mais ils avaient suffisamment d'actifs, simplement les actifs n'étaient pas liquides, ils avaient une duration trop longue, etc. Mais une fois que tout s'est terminé, personne n'a perdu d'argent avec Lehman Brothers. Par contre, les problèmes de solvabilité, c'est quand le banquier ou les gens à qui le banquier a emprunté sautent. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est plus simplement, il ne faut plus attendre dans le temps que la dette soit repayée. Elle ne sera jamais repayée, parce que le type est complètement insolvable. C'est les emprunts russes dont tu as parlé tout à l'heure. Tu vois, mais ça, normalement, le banquier l'a anticipé, puisqu'on l'a vu en début, que les personnes à qui il prêtait, il avait calculé son risque, il prêtait à une personne, et il prêtait à 10 personnes, et il savait qu'il y en aurait 2 qui réussiraient et 2 qui échoueraient. Ou une qui échouerait, etc. Oui, ça, en principe, c'était lui qui l'avait échoué. Mais regarde, pour revenir à les emprunts russes, ou à l'Espagne, quand elle a fait faillite en entraînant une crise bancaire immense en Italie et en Europe, c'était sous Philippe II, donc ça devait être quand ça devait être 1540, là, parce que ça devait être à peu près ça. Bon, bref, l'Espagne saute. Et à ce moment-là, tu as un problème de solvabilité, parce que toutes les réserves qu'avaient les banques, pour les petites fourmis, ils les avaient prêtées à l'Espagne. Et l'Espagne ne les rembourse pas, donc à ce moment-là, la faillite passe, la banque saute, mais en même temps, tous les gens qui avaient leurs dépôts sautent. Oui. Et ça amène à une baisse de la masse monétaire phénoménale. Oui, parce que tu as une destruction... Une destruction de monnaie. Une destruction de monnaie. Une destruction de monnaie. Et alors ça va pas du tout. Parce que ça, c'est très difficile à arrêter. Tu sais, c'est ce que je dis toujours. Moi, quand je joue au rugby, le mec, il faisait 80-85 kilos, il courait à peu près, qui est mon poids, et puis il courait à peu près aussi vite que moi et tout. Mais maintenant, t'as des mecs de 125 kilos qui courent beaucoup plus vite que moi. Comme des gazelles. Comme des gazelles. Et puis, il vaut mieux les arrêter dans le premier mètre, parce que si t'attends 10 mètres, tu te fais exploser quand tu l'arrêtes, quoi, puis il passe. Bon. C'est ça. Et c'est ça qui crée les déflations. C'est-à-dire la hausse de la valeur de la monnaie. Donc, la question qui se pose, c'est, OK, on a une crise de liquidité, on sait comment la traiter, mais est-ce qu'il y a des gens dans le système qui sont en solvabilité, qui sont en problème de solvabilité? Et c'est là où j'arrive à l'Europe. Parce que là, je vais vous dire un truc tout simple. Bon, imaginons qu'à cause de l'inflation, etc., les taux en France aillent à 6 ou 7%. La France a une dette considérable, comme chacun le sait, de 3 000, je sais plus. Avec un service de la dette considérable. Avec un service de la dette, mais qui aujourd'hui est encore assez bas. Mais si les taux d'intérêt passent de 1 à 1,5 à 6, d'après les calculs que j'ai vus, je ne les ai pas faits, mais d'après les calculs que j'ai vus, Tu l'avais fait au moment de la campagne présidentielle, ce calcul. La quasi-totalité des recettes fiscales va au service de la dette. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour la police, pour l'armée, pour la justice, pour toutes les fonctions régaliennes, plus tous les transferts sociaux, il n'y a plus rien.
Et aujourd'hui, il faut savoir que, en termes simples, les gens me disent qu'il y a un déficit de 5% du PIB, mais ça ne veut rien dire. En fait, si vous faites combien l'État dépense par rapport à combien ce qu'il touche, c'est quasiment 50%. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte. Mais dans le fond, si moi, quand j'ai un trou dans mon compte en banque, je mesure le trou par rapport à mon revenu. Oui. Ben, l'État, il le mesure par rapport au revenu de tous les gens en France. En disant, quelque part, ça m'appartient, mais ça ne l'appartient pas. Donc, si on le mettait par rapport à ce que lui, il touche de façon régulière, on serait carrément à 40 ou 50%. Donc, le jour où ça passe à 100%, ben, plus personne ne prête à l'État français. Même pas les banques. Les petites fourmis, là, elles n'achètent plus des obligations de l'État français. Et à ce moment-là, tu rentres dans une crise de solvabilité. Et le problème que je vois en Europe, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation est à 7 ou 8% en Allemagne. Les Allemands sont comme des fous. Je renvoie d'ailleurs à l'interview que j'avais fait de ce bon Markus Kerber, mon correspondant à Berlin, qui explique que si l'inflation reste à 6 ou 7%, en Allemagne, les Allemands vont se révolter. Bah oui, ça bouffe toutes les rentes. Ça bouffe. Et puis surtout, là, pourquoi y a-t-il une crise de solvabilité ? Parce que la quasi-totalité des fonds de pension en Allemagne sont investis en obligations d'État, qui donnaient du 2 ou 3%, ça allait très bien. Et aujourd'hui, l'inflation est à 8, tu donnes de 2 ou 3%, ça ne va plus du tout, mais les taux d'intérêt sont montés à 3 ou à 4 en Allemagne. Ça veut dire qu'une obligation que tu avais achetée à 0, elle était à 80. Donc les fonds de pension sont en train de perdre. Ce n'est pas les banques qui sont en danger aujourd'hui en Allemagne, c'est les fonds de pension. Et donc quand tu vois le merdier qu'il y a en France à cause des retraites, c'est rien par rapport à ce qu'il y a en Allemagne le jour. Et comme dit toujours ton frère, moi, tant que les Français ou les Italiens sont dans les rues, je ne m'inquiète pas, mais le jour où les Allemands commencent à défiler dans les rues, je commence à faire du souci. Donc, il n'est pas exclu que les Allemands... C'est sûr que les manifestations à Zurich, on en voit peu. Mais s'il y a des manifestations à Zurich, il faut faire très attention. Quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis sont dans une crise de liquidité, mais l'Europe est en train de rentrer doucement dans une crise de solvabilité. Et ça, c'est très difficile à résoudre parce que ça veut dire qu'il y a toute une série de gens qui vont avoir des baisses de leur niveau de vie, mais considérables. Et que la quantité de monnaie peut baisser je ne vois pas comment on pourrait avoir une crise de solvabilité, par exemple, en France, sans que ça amène à des changements politiques et monétaires profonds. C'est-à-dire qu'une crise de solvabilité en Europe, ça rend l'euro... Mettons qu'il y a une crise de solvabilité gigantesque en France et pas en Allemagne. Comment ça serait possible même ? Parce qu'ils sont beaucoup moins endettés que nous. D'accord, oui. Eux, on continuerait à leur prêter, et puis ils ont une industrie, et nous, on arrêterait de nous prêter. Marc, cela dit, on a été obligé, dans les derniers OAT, d'indexer sur l'inflation. Oui, donc déjà, on a des prêts moins larges. Voilà, oui, c'est ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'inquiète dans tout ce que je raconte, c'est que ce qui guette l'Europe, c'est un peu ce qui a frappé le Japon. Dans mon premier bouquin, quand j'avais dit que ce qui allait arriver en Europe, j'avais fait une grande démonstration sur ce qui avait foutu le Japon en l'air. C'était en 2002 ou 2003. Et aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. C'est-à-dire qu'on voit les prémices d'une crise de solvabilité arriver en Europe. Donc, encore une fois, une crise de solvabilité, ça veut dire que la monnaie ne vaut plus rien. Parce que tous tes contrats sont en francs français, en euros, tous tes revenus sont en euros, tout le droit est basé sur l'euro. Mais si on ne réussit plus à gagner des euros et qu'on fait qu'en dépenser, le système s'arrête. Les petites fourmis du monde cessent de prêter. Et donc si c'est de prêter à la France et pas à l'Allemagne, je ne vois pas comment l'euro peut survivre. Quoi. Ou à l'Italie. Donc on a un vrai problème. Et quelque part, les deux phénomènes sont liés parce que la crise de liquidité aux États-Unis a amené les taux d'intérêt plus hauts. Et du coup, comme l'Allemagne ou la France sont obligés de suivre les taux d'intérêt directeurs américains, nos taux d'intérêt sont montés. Chez eux, ça a déclenché une crise de liquidité. Chez nous, ça risque de déclencher une crise de solvabilité. Alors, je suis obligée de te poser la question parce que ça intéresse les gens. Est-ce que ce qui se passe chez Crédit Suisse
et potentiellement le fait que toutes les bancaires hier aient dévissé, on parle de BNP Paribas, Société Générale, est lié simplement est un épiphénomène parce qu'ils prennent peur, ou est-ce que tu penses que ces banques ayant été sous-capitalisées pendant un moment, on serait devant, comme tu dis, des baleines, des cachalots qui remonteraient à la surface? Alors, le Crédit Suisse... Ça fait un moment, ça fait 5 ans qu'on en parle du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse. Pour donner une idée de ce qui s'est passé sur le Crédit Suisse, quand même, c'est qu'il y a 10 ans, au moment avant la grande crise de 2008-2009, je crois qu'il était à 75 francs suisses par action. Hier, il est tombé à 1,70. Oui. Donc, la capitalisation boursière de Crédit Suisse, il y a 10 ans, c'était 100 milliards de francs suisses. Aujourd'hui, on est à 10, même pas. Oui. Donc, vous imaginez la perte. J'imagine qu'il y a des tas de bonnes familles bourgeoises en Suisse ou partout qui avaient des crédits suisses, tu vois, c'était... Mais je crois qu'on peut accepter que depuis 5 ans au moins, on dit à tous ceux qui nous écoutent, n'ayez pas une banque dans votre portefeuille en Europe. On l'a dit, on l'a répété. Aucune bancaire. Aucune bancaire, aucune financière, etc. Parce que mettre des taux d'intérêt à zéro, c'est détruire l'épargne longue. Et quand tu détruis l'épargne longue, tu détruis l'économie. À ce moment-là, les banques font faillite. Tu vois ce que je veux dire? On avait expliqué ça en long, large, en travers. Et j'en revois aux différents trucs qu'on a pu soit dire, soit publier. Bon. Donc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est que l'Europe se retrouve, quand on a commencé à avoir des problèmes avec l'euro en 2008-2009, pour sauver l'euro, M. Draghi a mis les taux d'intérêt à zéro. Mais en faisant ça, je l'avais écrit à l'époque, il tue les banques. Les fonds de pension. Les fonds de pension, les compagnies d'assurance, etc. Donc, et probablement les réassurances, les scores, les AXA, et ainsi de suite, dont les titres ont dévissé hier aussi. Évidemment, parce que eux, tout leur actif est indexé sur le passif qui est les obligations d'État. Donc, tu vois, ils n'ont plus d'or. Ils doivent avoir pour eux... déjà, on les a forcés à avoir des obligations d'État. On les a forcés. Quand j'étais chez Score au Conseil... il y avait quelqu'un qui avait dit on devrait acheter des actions Nestlé. Alors, le président avait dit, écoutez, si j'achète des actions Nestlé, je crois que j'ai, je sais plus combien, 40% de réserve obligatoire à mettre. C'est-à-dire que pour chaque action Nestlé que j'achète, je dois mettre 40% en cash en dépôt. Si j'achète des obligations Nestlé, ce sera 30%, et si j'achète des obligations grecques, c'est 0. Donc on a, au travers du système réglementaire, forcé les banques et les compagnies d'assurance à acheter des merdes en empêchant d'acheter des obligations suisses qui étaient bien meilleures que les obligations grecques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toute la réglementation a été faite pour forcer les banques et les compagnies d'assurance à acheter des merdes. Quand ces merdes vont leur exploser dans la figure, les banques et les compagnies d'assurance vont disparaître. C'est de là d'où vient la crise de solvabilité. C'est simplement parce que ce qu'ils ont en garantie ne vaut rien. Mais alors, le problème qu'on a dans des banques comme Crédit Suisse et ainsi de suite, c'est qu'on ne sait pas s'ils n'ont pas au bilan des choses très toxiques qui amèneraient des crises de solvabilité, des sociétés. Étant donné que le tissu entrepreneurial, industriel en Europe est ce qu'il est, en tout cas en France, s'ils ont investi dans des sociétés, parce que là, on a une hausse des dépôts de bilan dans les petites entreprises, dans les PME, qui est au travers du toit, au travers du toit. Tu as une courbe, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Donc ils se retrouvent avec des... ils vont prendre des pertes peut-être plus importantes que prévu. Mais le vrai problème, c'est le jour où, par exemple, je vais dire un truc, le marché obligataire français serait incotable. Personne n'en veut. Sauf la Banque centrale. Oui, mais la Banque centrale... Mais si la Banque centrale, si elle se met à acheter, la Banque centrale française, des obligations françaises pour empêcher que le marché ne se ferme, en quelque sorte, ça veut dire qu'elle met de la masse monétaire dans le système et que l'inflation va continuer à monter en Allemagne. Oui, mais tu sais comment ça se passe. Ils ne le font pas directement, de toute façon. Ils passent par la Société Générale et puis ensuite la Société Générale leur revend. Oui, mais dans la seconde qui suit. Mais tout le monde sait que c'est de la création monétaire. Oui, d'accord, mais je crois pas qu'il il y aura un moment où il y aura un problème entre l'inflation en Allemagne et la solvabilité en France. Il faudra que ce dilemme ne soit résolu. Et alors, comment ils vont le résoudre? J'ai pas la moindre idée. Ah, tu sais pas. C'est bien pour ça que je dis depuis un petit moment à tout le monde, je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent. Et alors là, Crédit Suisse... Attends une seconde, parce que c'est important ce que je dis. Ça veut dire que je ne peux pas mesurer la valeur des choses en France.
Oui, ça fait un moment que tu le dis. Puisque les taux d'intérêt sont faux, le taux de change est faux, etc. Donc, tout ce qui est contrat, vous savez, j'ai toujours dit qu'on pouvait acheter deux choses dans les marchés des contrats, c'est-à-dire, par exemple, une obligation française, c'est un contrat avec l'État français, ou alors vous pouvez acheter des actions Air Liquide. Hein. Je sais que Air Liquide vaudra toujours quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit, le portefeuille le moins risqué en France, c'est d'avoir 100% d'actions. Si vous voulez rester complètement en France, 100% d'actions qui n'ont rien à voir avec l'État. Parce que comme ça vaudra toujours quelque chose. Vous allez prendre une gamelle terrible quand il y aura la crise, mais ça remontera derrière, et ça gardera sa valeur. Alors qu'une obligation française, une obligation de l'État français, je ne sais pas ce que ça vaut. Regarde ceux qui ont acheté des obligations grecques il y a une quinzaine d'années, ils ont tout perdu. 100%. Donc, la seule façon de régler la crise de solvabilité, c'est qu'une partie de la dette française aille à zéro. C'est-à-dire qu'on la rembourse jamais. Ah tu vas faire le jeu de Mélenchon, là. Moi, vous savez, les types de gauche, ils disent pas que des bêtises. Mélenchon, il en dit beaucoup. Et puis en plus, il en écrit encore plus. Mais ce qui me tue dans tout ce qui arrive, c'est quand vous expliquez que c'est la faute du libéralisme ou du capitalisme, ou je sais pas quoi. Alors que c'est la faute de l'intervention étatique sur la monnaie, sur les taux d'intérêt, sur les taux de change. Donc, en fait, ça a permis le développement incontrôlé de ce que j'appelle le capitalisme de connivence. Quand ça va sauter, on va me dire c'est le capitalisme qui est responsable. Et c'est pas du tout lui, c'est l'inspection des finances. Pour moi, c'est extrêmement important. Quel est le vrai coupable ? Mais attends 5 minutes. Si on fait défaut sur la dette, ça va pas régler notre problème de solvabilité, parce que qui va nous acheter désormais nos OAT alors que... Plus personne, mais ça veut dire qu'il y aura une baisse extraordinairement profonde des dépenses étatiques. Aujourd'hui, de fait, puisqu'il n'y aura plus de sous. Il n'y aura plus de sous. Donc ils seront obligés de faire avec leur recette fiscale. Donc le risque aussi, c'est que du coup, ils remontent l'impôt sur les riches à 90%, et puis des taxes de partout, parce que il va... Et on est déjà taxé, il ne reste quasiment rien. Donc déjà, j'en ai souvent parlé ici, donc la seule solution, c'est que l'État français, qui fait 60% du PIB, ou 62, ou je ne sais pas combien, repasse à 40 ou 45, comme la plupart des pays normaux. Je crois qu'on a 64, oui. Repasse à... Donc, c'est-à-dire qu'il y a des coupes profondes, et c'est pour ça que tu vas dire, la première des choses à faire, c'est à faire un audit, de façon à savoir où il faut faire les coupes. Par exemple, ton copain Charles Prats, il est très compétent, il a dit qu'il y avait quelque chose comme 72 millions de cartes vertes, et on n'est que 67 millions. Cartes vitales. De cartes vitales, oui, des cartes vitales. Moi, il me semble que si j'étais un gouvernement responsable, j'essaierais de savoir qui sont ces 5 millions de cartes vitales. Il y a ça, il y a les retraites qui sont touchées à l'étranger, là. Et il y a... Bon, alors ça, c'est... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une série des dépenses aujourd'hui absolument extraordinaires qui sont faites dans les transferts, qui sont certainement de la corruption et je suis bien persuadé qu'il y a 10% du PIB français aujourd'hui qui est de la corruption directement. Et si on laisse M. Macron faire, pour continuer ces bêtises le plus longtemps possible, il continuera à vendre les affaires françaises à l'étranger, ce qui est une autre façon de continuer à financer le déficit budgétaire. Et c'est ce qu'il a fait avec beaucoup de talent. Avec Alstom. Non, mais ça fait 20 ans qu'ils le font. Il y a Ron Poulenc qui a disparu, Péchinet a disparu, Alstom, EDF a disparu. Donc, ils ont ces gens-là, pour continuer à financer Areva, ils ont désindustrialisé, probablement en s'enrichissant eux-mêmes de façon indue. Donc, une partie de la France, le problème de la France, c'est que ces dépenses sont trop importantes, mais ça masque une corruption de la classe dirigeante inouïe, et dont personne ne parle. Donc, oui, c'est... Qu'on m'explique pas que la France est un pays qui n'a pas d'actifs, quoi. C'est quand même extraordinaire. C'est un des pays les plus riches du monde, et ils ont réussi en l'espace de 20 ans à faire un désert industriel de la France. Alors, est-ce qu'on n'irait pas maintenant sur l'indice des banques ? Alors, là, on a parlé un petit peu en théorie, tu vois, comment ça se passe, crise de liquidité, crise de solvabilité, etc. Je pense que c'est clair. Enfin, moi, j'ai compris, en tout cas. Bon, ça, c'est fait. Alors maintenant, vous êtes là, épargnant français, craintif, et vous avez raison d'être craintif, parce que quiconque a de l'épargne en France a un problème qui va lui arriver assez vite. Comment vous vérifiez ? Alors, il y a un indice boursier que vous pouvez taper d'ailleurs pour en avoir le cours tous les jours sur votre Google, c'est
SX7E. SX7E, c'est l'indice des valeurs bancaires dans la zone euro. Et alors là, on va vous mettre un très joli graphique dans lequel, en bas, vous avez le SX7E, qui est l'indice, qui est passé d'à peu près, il était à combien là-haut ? Il était à 85 ? Non, il était là en haut. Ah, là en haut au plus haut, là ? Oui, au plus haut, ça doit être... 160, 155. 155, 160. Et aujourd'hui, on est à 30. Le plus haut, c'était en 2007. Donc, vous voyez, on a perdu 30 sur 270, mettons, ça fait, on a dû perdre quasiment 90%, allez, sur les banques. Ça, c'est l'indice des banques. Hein. Donc, ça, c'est en quelque sorte le résultat de l'euro. Mm-hmm. Puisque le but de monsieur comment il s'appelait, Draghi, c'était on ne pouvait pas sauver l'euro sans foutre en l'air le système bancaire et le système des retraites en Europe. Bon. Donc, immense cassage de gueule. Et puis de l'autre côté, vous avez l'indice de la Bourse de Paris, c'est-à-dire le CAC 40, ou j'en sais rien, qui lui est à peu près au même niveau qu'il était au plus haut en 2007. Donc, vous avez eu dans la Bourse de Paris quelque chose qui s'est passé dans les bourses européennes de très très net, c'est que les affaires normales, qui n'ont pas besoin des banques, qui ont des cash flows positifs, les L'air liquides, les Schneider, etc., ils ont continué à monter gentiment, tu vois, et puis les affaires bancaires, elles ont perdu 90%. Donc, le premier conseil... Ce que tu avais annoncé. Voilà, parce que le premier conseil que je donne à tous les gens, c'est n'ayez rien de bancaire. Et cet indice, il a tapé un certain nombre de fois. Il a commencé, sur la première fois, ça devait être à la fin des années 90. Il a été mis à 100 vers le milieu des années 90. Puis il y a eu une première crise. Il est tombé à 78, une première fois. Et puis il est retombé à 78, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, vous voyez. Et même pendant la crise du Covid, il était passé en dessous de 80, puis il est revenu au-dessus. Il était à 55. Il était à 55. Si vous voyez cet indice continuer à se péter la gueule, aujourd'hui il doit être aux alentours de 88 ou j'en sais rien. Il était à 89 hier. 89 hier. Si vous voyez qu'il continue à baisser, à ce moment-là, c'est que ça sent vraiment le renard, quoi. C'est vraiment épouvantable. Donc, surveillez cet indice SX7E. Tu m'as toujours dit, moi, que s'il allait vers 75, il fallait commencer à se faire du mouron. Oui, à 75, on commence à... Et je suis persuadé que par exemple, toutes les banques centrales en Europe doivent surveiller cet indice comme du lait sur le feu. Et le cas échéant, à la clôture, en acheter de façon à essayer de le faire remonter à la main pour qu'il ne casse pas ces 80. Parce que tous les boursiers regardent cette ligne à 70-80 en se disant « Oulala, si on passe en dessous, c'est que c'est la fin du monde ». Alors la deuxième question, c'est est-ce que ça va passer en dessous ? Moi, je ne sais pas ce qui se passe à Crédit Suisse, je ne sais pas ce qu'ils ont à BNP Paribas, je ne sais pas ce qu'ils ont à Société Générale. Je sais qu'ils ont des pertes gigantesques qui vont arriver. Je ne sais pas ce qu'ils ont à Deutsche Bank. Je sais qu'ils n'ont pas les réserves, je sais qu'ils n'ont pas des pertes, qu'ils ont des pertes gigantesques. Donc pour moi, il paraît, je ne suis pas d'un naturel pessimiste, mais il me paraît tout à fait évident qu'il va se péter la gueule. Et à ce moment-là, je renvoie au bouquin que j'avais écrit, des livres menés par Zédan, on se retrouve exactement dans la situation du Japon. C'est-à-dire que vous savez que le Japon n'a pas eu de croissance depuis 20 ans, 30 ans, etc. La première chute du marché des actions, de 90 à 95, ça a été une crise de liquidité. Il fallait arrêter l'inflation. Au Japon. Le marché se pète la gueule, actions et obligations se pètent la gueule. Puis à partir de 95-2000, les actions au Japon hors financière se stabilisent, tu vois, elles se mettent à faire du plat, c'est-à-dire que tu touches les coupons, quoi, tu vois, il se passe rien. Et puis à partir de 2012-2013, elles se mettent à monter très fortement. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce de bull market au Japon que personne n'a vu depuis 2012-2013, simplement parce qu'ils avaient digéré leur crise financière. Mais les financières ont continué à se péter la gueule. C'est-à-dire qu'au Japon, ils ont cassé leur 78 et ils sont allés jusqu'à 30. Mais du coup, où est-ce qu'ils ont trouvé la solvabilité pour les entreprises ? Eh bien, toutes les entreprises sont passées en cash flow positif. Ah d'accord. Elles ont dit, les banques... Donc elles s'autofinançaient. Elles s'autofinançaient. Au point qu'aujourd'hui, qu'au Japon... Il n'y a plus de marché obligataire. Il n'y a plus de marché obligataire, il n'y a plus de marché bancaire, il n'y a plus rien. Et dans les sociétés japonaises, il y a à peu près 5 000 milliards de dollars de cash
dans les sociétés, parce que chacune a dit je veux avoir du cash au cas où j'aurai un peu de problème. Mais alors attends. C'est-à-dire qu'ils ont complètement cassé le système du banquier. Ils n'ont plus de banquier au Japon. D'accord. Alors tu te retrouves, t'es une société japonaise avec un énorme cash flow comme ça. Tu es quand même obligé de le placer quelque part. Tu le gardes pas. Ils le mettent souvent dans des obligations australiennes, américaines, etc. D'accord. Parce que tu vas pas le laisser en compte courant quand même. Non, mais ce que tu fais. Et alors aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que les 5 000 milliards de dollars que les sociétés japonaises ont en cash, c'est à peu près la valeur du marché japonais. C'est-à-dire que quiconque pourrait acheter le marché japonais dans son ensemble, il trouverait dans les sociétés de quoi payer son achat. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment pas cher, quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur cash, ils peuvent en mettre un petit peu dans les sociétés japonaises. Mais les bancaires, maintenant plus personne s'en sert, donc les bancaires c'est devenu, je sais pas, elles sont plus très utiles. Mais il va se passer aujourd'hui, il est en train de se passer la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir d'un monde où les bancaires étaient l'intermédiaire. Mm-hmm. On revient dans un monde où, dans le fond, tu gardes le cash chez toi. C'est ce qui va se passer aussi en France. Et c'est extrêmement moins efficace. C'est pas efficace du tout comme façon d'utiliser l'argent. C'est-à-dire que toi, tu as trop de pognon, il y en a un gars qui est à côté. Et il n'y a pas de conduite entre les deux, quoi. C'est complètement idiot. Il y a ça, et il y a aussi le fait que si l'inflation repète à la hausse, il va y avoir de moins en moins de rentiers, puisqu'on va de plus en plus la seule façon d'être rentier aujourd'hui au Japon, puisque les taux d'intérêt sont à 0, ils y sont depuis un temps fou, mais l'inflation était à 0 aussi, c'est d'acheter des actions qui te donnent des 3 ou 4%. Donc, tu es obligé d'aller vers le risque action. Donc, quelque part, ce que je dis aux gens, c'est, écoutez, Dieu sait que je suis pas optimiste sur la bourse de Paris, mais vous achetez les 10 valeurs dans le portefeuille idéal, là, et elles vous donnent des coupons entre 3 ou 4%, 2, 3%, 4%, et puis vous attendez tranquillement, quoi. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Union soviétique a sauté à cause d'une crise de solvabilité. Et ce que je suis en train d'essayer de dire de façon peut-être un peu maladroite, mais c'est pas facile, c'est que la social-démocratie française va sauter pour des raisons de solvabilité aussi, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'outils pour envoyer l'argent vers ceux qui savent quoi en faire. Enfin, tu connais la parabole des talents, on donne plus l'argent à celui qui va gagner 4 talents, on distribue tout l'argent à celui qui le met dans son trou. Et donc le système devient complètement pervers et la croissance ne peut pas avoir lieu. Et donc, attends, si je reprends l'exemple du Japon, les grandes sociétés qui sont cotées peuvent, elles, sortir leur épingle du jeu parce qu'elles peuvent elles pourront se financer grâce à l'actionnariat. En fait, ce que devraient faire les sociétés japonaises, c'est distribuer l'argent à leurs clients, mais comme elles n'ont plus accès à leurs actionnaires, elles donnent des dividendes qui sont bien, mais elles le gardent en réserve au cas où il y aurait un pet. Non, là, je te parle pour la France, demain. Pour la France, si les bancaires explosent, on n'a plus de liquidité. Qu'est-ce qui va se passer ? On va tu pourras plus acheter un appartement ? Voilà, j'y arriver. Il y a 2 choses pour moi que je vois tout de suite. C'est que, monsieur lambda qui veut étendre sa crèmerie ne trouvera plus de pré-relais. Parce que lui, sauf s'il a suffisamment, et sa première crèmerie marche tellement bien qu'il s'est fait du cash et qu'il le paye lui-même en cash. Ah oui, mais alors tu te rends compte, oui, pour acheter un bail, il faudrait vraiment... Et en tout cas, il n'est pas élevé à mâche, il ne peut pas le faire Mais il pourra avoir le gars qui veut lui donner le bail, on vous le dira, je vous le paierai sur une partie du loyer, votre bail. Et alors, ça s'arrange. Et les prêts immobiliers. Parce que les gens achètent en France, s'il y a une crise de solvabilité, je ne vois pas où ils vont avoir les diners. L'immobilier au Japon, au début dans la crise de liquidité, ensuite dans la crise de l'ébule, ça a dû baisser de 70%. Donc dans une crise de solvabilité... l'immobilier se ratatine. Et imagine l'immobilier commercial, l'immobilier des bureaux, l'immobilier des grands magasins, l'immobilier de tout ça. Ça va pas valoir triper. Donc, une crise de solvabilité, quelque part, ça te ramène à une phase du capitalisme où il n'y a plus de marché financier, il n'y a plus de marché bancaire. Oui. Donc, c'est une baisse de vélocité de la monnaie extraordinaire. Et ça veut dire aussi... Puisqu'il n'y a plus d'intermédiaires. Il n'y a plus d'intermédiaires, donc c'est bien joli de vouloir se débarrasser des banquiers, mais c'est pas une bonne idée parce qu'ils font un boulot utile. Et quelle serait la solution ? Les gens me demandent quelle serait la solution. Pour moi, la solution, elle est toute simple. C'est que les banques
vous savez, on appelle banque deux choses. Ce que j'appelle le bureau de poste, c'est-à-dire vous mettez votre argent. Oui, ça c'est autre chose. C'est le Glass-Steagall Act. Oui. C'est les banques de dépôt et les banques d'affaires. Et suite à la crise des années 30, on avait séparé aux États-Unis parce que c'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout le même métier et effectivement, il n'est pas normal que on spécule avec l'argent d'une institutrice. Oui. Donc normalement, on devrait pouvoir déposer son argent de sa retraite, faire du 2 ou du 4 et personne touche à ça. Or, ils ont chassé Debré qui a... Debré, il a permis la banque de fusion et des banques de dépôt en France. Et puis ensuite, ça s'est passé aux États-Unis aussi. Ils ont fait la même chose dans les années Clinton. Moyennant quoi, on a une crise économique très dure 10 ans après, un peu pas pareil. Donc, vous avez, dans quelque sorte, dans les métiers d'argent, vous avez le bureau de poste et vous avez le casino. Et fusionner un bureau de poste et un casino, c'est pas une bonne idée. Parce que les types du casino, ils prennent le pouvoir et ils s'amusent avec l'argent des autres. Donc, première chose, il faut que retourner, par exemple, les banques. Il n'y a pas de raison que les casinos soient cotés. Enfin, bref. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, très bien, on sépare les deux. Et deuxièmement, une banque, c'est censé servir une région. C'est-à-dire que l'épargne de la région, c'est comme ça se passait en Italie au départ, dans la plaine du Pô, c'est-à-dire l'épargne qui était des petites fourmis, là, elles allaient dans le boucher local, puis ensuite elles se réinvestissaient là, dans le coin. Mais aujourd'hui, ces banques monstrueuses qu'on a créées, la BNP, la Société Générale, JP Morgan, elles prennent de l'argent du monde entier et elles le réinvestissent dans des espèces de spéculations à la noix, et elles peuvent faire sauter n'importe quel gouvernement. C'est-à-dire qu'elles sont profondément antidémocratiques et profondément anti-économiques. Donc il faut casser ces banques et recréer la Banque du Limousin, le Crédit du Nord qui vient de fusionner avec la Société Générale. Donc ils continuent à se concentrer comme ça, alors que de ce fait, ils deviennent un contre-pouvoir à l'État. Ils disent à l'État, si vous faites pas ce que je veux, je saute, et si vous sautez, et si je saute, vous êtes foutus. Donc il faut que les banques redeviennent petites de façon à pouvoir faire faillite. Oui. Pour que la destruction créatrice ait lieu aussi chez les banques. Maintenant, je te dis peut-être une bêtise, mais je crois que JP Morgan a en dépôt 18 000 milliards de dollars. 18 000 milliards. C'est un État. Mais c'est beaucoup plus qu'un État. Mais c'est monstrueux. C'est quasiment c'est beaucoup plus que le PIB français. Mais en dépôt. Donc encore, pour cette crise de liquidité qui commence aux États-Unis, il va ramener encore plus de liquidité à JP Morgan. Oui, puisque les petites bandes vont sauter, les gens vont prendre peur, donc ils vont aller vers le grand. C'est ça. Ils vont à tous, et c'est 18 rationnel. 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. La taille de JP Morgan est incompréhensible pour un esprit humain. Donc, il faut ramener ça à taille humaine. Je vois pas pourquoi, je vois pas les services que JP Morgan rend à la France. Ou même aux États-Unis. J'ai rien contre JP Morgan, mais il y a un moment dans la vie où le rôle d'un politique, c'est de dire à quelqu'un, vous êtes dans une position qui devient quasiment monopolistique, vous en abusez, on va vous casser en 10. C'est ce que les États-Unis avaient fait d'ailleurs avec AT&T, tu sais, qui était la société de téléphone. Oui, de téléphone. Ils ont forcé AT&T à se casser en 10, et c'est de ce cassage d'AT&T en 10 qu'est venue toute la croissance technologique américaine. Parce que tous les ingénieurs d'AT&T, c'était les meilleurs du monde. Ils se sont trouvés, à la place d'être dans un monopole, ils se sont retrouvés en concurrence, et ils se sont bien se faire concurrence les uns avec les autres, et c'est de là d'où vient tout le boom des États-Unis depuis. Donc, casser AT&T... Et surtout, ça permet aux consommateurs d'avoir des prix beaucoup plus attractifs. Et des produits dont ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient exister. Donc, encore une fois, on retombe devant le truc quand une grande société devient monopolistique, il faut absolument la casser. C'est-à-dire qu'il faut casser Amazon, il faut casser Google, il faut casser toutes ces sociétés les unes après les autres et en faire 4 ou 5 sociétés. Mais c'est paradoxal. Ce qui enrichira les actionnaires. Hein. Mais c'est paradoxal que tu dises ça, toi, un libéral, de vouloir que quelque part la force de l'État intervienne dans un contrat privé. Moi, je suis un libéral à nature un peu spéciale. Je dis, il y a des moments où le capitalisme va faire tellement vers le capitalisme de connivence, ces sociétés maintenant... En fait, il faut le casser par le droit. Il faut la casser par le droit. Pas par l'État, mais par le droit. Voilà. On leur dit simplement, on fait une législation antitrust et on leur dit, écoutez les gars,
Ça marche pas. Comme on avait fait après les années 30 sur les lessives ou ce genre de choses, parce que comme Theodore Roosevelt l'avait fait avec la Standard Oil. Il l'a cassé, je crois, 6 ou 7 sociétés en disant c'est pas possible, vous pouvez pas avoir le monopole de l'énergie. Ben, personne ne peut avoir le monopole de la banque. En quelque sorte, la monnaie, c'est un bien commun qui ne doit pas être prise par une partie du secteur privé parce que ça ne marche plus. Donc, on peut pas nationaliser l'air, on peut pas nationaliser l'eau, on peut pas nationaliser la monnaie, quoi. Il faut que ça reste, mais qu'elle soit réglementée, mais pas qu'elle soit contrôlée par des privés. Il fallait 1 semaine pour ouvrir un compte chez JP Morgan, ils ont passé des instructions pour qu'on essaye d'ouvrir les comptes en 1 journée. Mais en faisant ça, ils foutent en l'air toutes les petites banques. Ouais. Parce que l'argent, il vient des petites banques, donc ils font sauter toutes les petites banques, et pour faire grossir leur espèce d'immense pieuvre qui a besoin de grossir, comme... Qui n'a pas plus besoin de grossir, elle a atteint un seuil suffisant. Il y a un moment où tu dis, mais c'est quoi votre but de devenir les... Justement, c'est quoi votre but? C'est la bonne question. C'est quoi le but de JP Morgan? Quand tu as 18 000 milliards de dollars, tu pourrais dire, c'est bon, là vous êtes dans une croissance pérenne, vous gérez bien ça, et puis... Mais surtout, ce que devrait faire JP Morgan, c'est spécialiser, je sais pas, une banque dans la gestion d'actifs, puis la privatiser, une banque dans l'immobilier, la privatiser, et elle-même organiser son démembrage. Démembrement, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on dit dans l'Institut de Liberté. Ils ont joué avec la monnaie, ils ont joué avec les taux d'intérêt, ils ont joué avec les taux de change, ils ont joué avec la duration, etc. Ça a duré 12 ans, donc il doit y avoir des faux prix partout dans le système. Oui, donc personne ne sait où ils sont. Et on le saura le jour où le type sautera. Parce que, vraiment, moi, j'avais jamais entendu parler de cette banque-là. SVB, non, moi non plus. Jamais. C'était la 16e banque américaine. Donc, il y a un truc d'un seul coup qui va péter. Regardez, SVB pète, et puis tous les marchés partent en conneries. Mais il y a 15 jours, personne ne connaissait SVB, quoi. C'était... Je crois que si t'es pas dans le Silicon Valley, tu connais pas cette banque. Voilà, c'est tout, tu t'en foutais. Et donc, il va y avoir des trucs qui vont se mettre à péter à droite et à gauche. Crédit Suisse, on n'est pas surpris, ça fait 5 ans qu'on en entend parler. Que Société Générale se retrouve dans le truc, je suis pas surprise. Hier, BNP Paribas, ça a pas mal chauffé. Mais quid de la Deutsche, dont on entend parler depuis 5 ans aussi. 5 ans aussi. Et puis, toutes les banques en Allemagne, des banques les régionales, les Länderbank, là, qui sont des nids à corruption, des nids à... Là, celle-là, je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que ce sont des banques quasiment nationalisées. Bref, il y a toute une série d'endroits où, si on soulève le commerce, ça commence à en sortir mauvais. Hein. Et ça vivait que parce que les taux d'intérêt étaient à 0. Et comme tu dis souvent, quand on voit un cafard, il y en a rarement qu'un dans une cuisine. Il n'y a jamais qu'un seul cafard. Il n'y a jamais un seul cafard dans une cuisine. Hein, ça, c'est, je crois que c'est une bonne conclusion, c'est de dire que dans le fond, je crains qu'on commence à voir apparaître beaucoup de cafards, quoi. On en a vu déjà un gros sortir, la SVB. Bon, Crédit Suisse, ça commence à être bien. Mais à mon avis, il y a un nid de cafards là qui est pas bien nettoyé encore. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que... Et si vous avez des questions... Voilà, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez beaucoup de questions, on fera une autre émission la semaine prochaine pour les traiter, les questions bancaires. Posez pas des questions. C'est ça, poser des questions, on les traitera la semaine prochaine. Voilà, posez des questions bancaires. Enfin, sur la situation actuelle. Sur la situation actuelle. Ne demandez pas ce que Charles va voter aux prochaines présidentielles, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il n'y en aura peut-être pas d'ailleurs. Non, la question cette question bancaire, je sais que vous avez peur du bank run, je sais que vous avez peur quoi faire de vos liquidités, est-ce qu'il faut sortir des assurances vides ou ce genre de questions, on les traitera la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à relayer, je me suis rendu compte par des internautes qui me l'ont dit qu'on était shadow banned, je vais me faire gronder parce que les gens n'aiment pas qu'on parle anglais, mais je sais pas comment ça se dit en français, je veux être comprise, donc voilà. Blacklisté, mais c'est de l'anglais aussi. Oui. Oui. Sur YouTube. Donc, c'est pour ça que nos scores ne montent pas et que nos vidéos n'apparaissent pas dans les résultats de recherche. Donc, manuellement, faites-les circuler à vos amis si ça vous intéresse. Mettez-les dans vos groupes de discussion, voilà, parce que le moteur de recherche de YouTube et ainsi de suite ne font pas leur travail. On dit du bien de tout le monde. Voilà, je comprends pas pourquoi on pourrait le shadowban parce que franchement, on est mainstream. Hein. Vraiment, là, je vais me refaire gronder encore une fois.
Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis infiniment. Vous aurez peut-être des incrustations du DAF qui se fait beaucoup de soucis pour la solvabilité et la liquidité de nos finances. Tant qu'il a accès aux croquettes, lui, ça va. Le cours de la croquette est terriblement monté, tu sais. Mais surtout depuis qu'ils ont mis des insectes dedans. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine en espérant que d'ici là, le système n'est pas pété. Et posez-nous vos questions sur nos supports, que ce soit Twitter, sur la page de YouTube de l'Institut, et on y répondra la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.